Papus et Louis-Claude de Saint-Martin, bon, qu'est-ce à dire? J'entends par là, quelle est la place de Saint-Martin dans l'œuvre de Papus? Alors mon propos va être de montrer ou de rappeler que cette place est essentiellement liée à la création d'un ordre initiatique, en dehors duquel cette place reste marginale. Alors, il me semble absolument nécessaire de préciser d'entrée de jeu qu'il n'y a pas de place en soi de Saint-Martin dans la pensée ou dans l'œuvre de Papus. Nous avons affaire à quelque chose qui a subi diverses phases en fonction des besoins. Alors, d'abord, je dirai quelques mots sur ce que j'appellerais la progressive entrée en scène de Saint-Martin, c'est-à-dire dans les années 1888 à 1891. Ensuite, j'évoquerai ce que j'appelle la trilogie, c'est-à-dire le livre sur Martinez, dont il a été si bien question tout à l'heure, le livre Martinisme, etc. de 1899, puis le livre sur Saint-Martin de 1902. Ça constitue une trilogie. Enfin, je terminerai par des interrogations au pluriel sur Papus, lecteur de Saint-Martin. Alors d'abord, donc, cette progressive entrée en scène, eh bien, en 1888, Papus a 23 ans, et dans l'histoire qui nous occupe, l'année est marquée par deux faits. D'abord, la parution de son traité élémentaire de sciences occultes, et puis la parution de la revue trimestrielle L'Initiation. Bon, dans le traité élémentaire, du moins dans la première édition, parce qu'il y en aura d'autres qui reprendront des passages d'autres ouvrages, Saint-Yves d'Alvèdre est souvent cité, Saint-Martin presque pas, à côté de Fabre d'Olivet, oui, une fois ou deux. Je ne vais pas ici vous donner les citations, ça figurera dans le texte ou dans les notes en bas de page du texte que je remettrai à Emilio et Maria pour l'édition d'un volume d'actes dont nous souhaitons tous qu'il voit le jour. Alors, quant à l'Initiation, eh bien, son premier numéro paraît en octobre. Eh bien, il contient un article qui n'est pas de Papus, mais de Julien Leget. Et il s'intitule « Théorie politique et sociale de Louis-Claude de Saint-Martin ». C'est peut-être la première ou une des toutes premières apparitions du philosophe inconnu dans cette histoire. Papus lui signe le symbolisme dans la franc-maçonnerie. Alors qu'est-ce que ça a à voir? Oui, il y a des rapports. Il y a un rapport parce que ce texte inaugure ou continue déjà, c'était déjà apparu plus ou moins, une critique en règle dirigée contre la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie de son temps, laquelle, il le dira et répétera à satiété, ignore les véritables fondements du symbolisme. Et puis alors l'année suivante, en février 89, les lectures de l'Initiation apprennent la création d'un ordre martiniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Apparition timide dont l'objet est encore assez vague. Et puis alors le numéro suivant, avril 89, s'ouvre sur un texte intitulé « Discours martiniste », signé non pas Papus mais Stanislas de Gaïta, mais le lecteur est appelé, je ne veux pas le détailler ici, le lecteur est invité, disons en gros, à attendre des informations irrelatives. Alors on annonce donc ainsi que quelque chose est en germe qui est appelé à éclore bientôt, à savoir la construction d'une tradition centrée sur quelques noms fédérateurs, de façon à justifier la raison d'être d'un ordre initiatique. Cette création est inséparable de son contexte, il faut bien le situer, de même qu'on ne comprend ces choses-là que dans leur déroulement historique, sinon on ne comprend rien. De même, le dit contexte, qui est historique en grande partie, est nécessaire. Alors, il y a d'une part les diatribes et les accusations que Papus profère à l'encontre de la société théosophique et de la franc-maçonnerie, et puis d'autre part, il y a un climat favorable, comme vous savez tous, à l'éclosion de quantité de sociétés initiatiques nouvelles, tant en France que dans d'autres pays. Elles se multiplient, comme ça avait été le cas déjà dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Alors, il faut rappeler ici, c'est peut-être une banalité, mais sur un plan, disons, d'histoire, non seulement d'histoire décidée, mais sur un plan, disons, anthropologique, la plupart des institutions de type initiatique ont besoin de justifier leur raison d'être. Alors, elles la justifient en construisant leur propre tradition. Comment faire? Eh bien, elles la font reposer sur des textes considérés comme fondateurs, ou alors, deuxième cas de figure, elles la disent transmise de personne à personne successivement. Ou alors, encore, troisième cas de figure, elles revendiquent ces deux modes de transmission à la fois. Or, l'ordre martiniste de Papus va s'inscrire dans ce troisième cas de figure. D'abord, il se réclamera d'un corpus de textes et d'auteurs, et puis nous verrons un peu plus tard qu'il fera état aussi d'une initiation de personne à personne qui aurait été instituée par Saint Martin et qui se serait perpétuée jusqu'à lui. Alors l'année, pour en finir avec ce premier volet, n'est-ce pas, cette première partie, cette entrée en scène progressive, on peut dire que l'année 1891 marque la création officielle, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est bien connu, de l'ordre martiniste proprement dit, qui se dote d'un suprême conseil et d'un rituel en gestation. Elle voit aussi paraître, c'est très important, la même année, le traité méthodique des sciences occultes. Alors c'est un gros ouvrage de 1092 pages qui contient vers la fin un endroit que je trouve stratégiquement très bien choisi, une ébauche du parcours suivi par textes et auteurs qui seraient les représentants de la vieille tradition justificatrice, dont je parlais il y a un instant, selon Papus, et depuis le XVIIIe siècle. Alors cette ébauche s'intitule de façon intéressante « Les nouvelles voies de transmission ». Nouvelles parce que j'ai commencé ça au XVIIIe siècle. Et ça marque, à mon sens, une étape décisive dans l'élaboration du discours justificatif. Je cite, « En 1740, le courant réalisateur templier, centralisé en Allemagne, envoyait le mystérieux personnage connu sous le nom de Saint-Germain, préparer la France à la grande victoire de la gnose sur la royauté et la papauté. En 1754, l'initié Martinez Pascalis, descendant des martinistes purs, vous voyez, là on nous parle de martinistes purs qui auraient existé avant Martinez, c'est très intéressant, fondait une institution destinée à conserver les principes de la tradition occulte. Ce rite, rattaché de loin à la franc-maçonnerie, et pour cause, puisqu'il est contre de toute façon la maçonnerie de son temps, fut celui des martinésistes d'où sortira vers 1775 Louis-Claude de Saint-Martin, le philosophe inconnu, fondateur du martinisme, alors un nouveau martinisme, qui le rattache ainsi aussi au début de la franc-maçonnerie, alors par l'intermédiaire de Martinez. Saint-Martin devint la tête du mouvement hermétique tout entier, donc pas seulement du martinisme. Il écrivit 1775 à 1802. Bon, alors, cela dit, évidemment, à part ces considérations, il est intéressant de parcourir tout le gros ouvrage. On s'aperçoit que la place de Saint-Martin dans ce traité méthodique est minime. La pensée du philosophe inconnu proprement dite n'y est pas intégrée du tout. Il n'y est cité que 2 ou 3 fois, me semble-t-il, une fois à propos, en note en bas de page, à propos de l'existence du tableau naturel, et puis aussi à propos de l'essai de Saint-Martin sur les nombres. Voilà, c'est tout. Alors, ma deuxième partie, donc, voilà l'entrée en scène. Saint-Martin dans la trilogie, ce que j'appelle la trilogie instauratrice. Donc, 1895, 1899, 1902. 3 ouvrages de Papus vont coup sur coup voir le jour, qui constitue donc cette sorte de grande trilogie qui développe et qui instaure véritablement ce dont l'ébauche contenue dans le traité méthodique, et que je vous lisais ce petit passage capital de 1880, ne donnait qu'un aperçu. De fait, maintenir contre vents et marées l'efficacité d'une construction, lui assurer une vitalité pérenne, ça implique qu'on l'étaye progressivement de données nouvelles et complémentaires. Et à cet égard, 1895 marque un tournant décisif avec la publication du premier volet de cette trilogie, dont il a été si bien parlé tout à l'heure par Michel Naron, le livre sur Martinez de Pascali.
On est dès l'abord frappé par la qualité du travail éditorial auquel Papus s'est livré, notamment en matière d'édition des lettres de Martinez et des catéchismes Cohen, auxquels il a eu accès. Alors ce livre fait bien apparaître combien Papus se rend compte qu'affirmer l'existence d'un ordre initiatique fondé par Saint Martin a vraiment besoin d'être étayé, parce que c'était encore bien peu étayé. Comme l'existence de l'ordre des élus Cohen est indéniable historiquement, il s'agissait alors de poser une filiation para- ou périmaçonnique allant des élus Cohen à cet ordre martiniste qu'aurait fondé Saint Martin. Eh bien, cela explique, selon moi, que Papus ait consacré le premier livre de cette trilogie à Martinez plutôt qu'à Saint Martin. Il a commencé à l'écrire en juillet 1893, comme il le dit lui-même, et il appelle dans ce livre martiniste, parce qu'il use d'un stratagème sémantique dont il a l'habitude, il le fait magistralement, il appelle martiniste au pluriel les maçons pratiquant le rite écossais rectifié. Ça causera beaucoup de confusion, ça en avait déjà causé beaucoup, mais c'est très utile pour le propos. En tout cas, ça favorise un amalgame utile pour son propos, et afin de conférer à cette filiation une origine relevant d'un courant ésotérique, il fait hardiment dériver toute la franc-maçonnerie elle-même, la vraie franc-maçonnerie alors, de la fraternité des Rose-Croix. Il écrit « Elle avait été établie, cette fraternité des Rose-Croix, en Angleterre par des membres de la... la franc-maçonnerie anglaise avait été établie en Angleterre par des membres de la fraternité des Rose-Croix. » Fin de citation. Quant à Martinez, ajoute-t-il, je cite, en 1754, initié au mystère de la Rose-Croix, il avait établi à Paris un centre d'illuminisme. Et alors, il nous consacre quelques pages à ce qu'il entend par la notion d'illuminisme. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ça nous ferait un peu sortir du sujet. Et alors, voilà pour le premier volet. Maintenant, il y a le deuxième volet de la trilogie, qui est martinisme, villermosisme, martinisme et franc-maçonnerie, qui paraît alors en 1899 et qui vient ajouter à l'entreprise justificative deux nouveaux éléments importants. L'un porte sur Swedenborg, c'est nouveau, me semble-t-il, dans cette histoire. L'autre sur une initiation qui se serait transmise de bouche à oreille. Alors, pour ce qui concerne Swedenborg, il nous dit maintenant que Swedenborg est venu apporter un appoint considérable, je cite, appoint considérable, il dit, aux frères illuminés de la Rose-Croix, fin de citation, non seulement par ses visions, mais aussi par la constitution d'une chevalerie laïque du Christ, divisée en trois branches, dont l'une contient plusieurs grades Cohen, des grades Cohen dont il donne la liste. Et il nous apprend que ce fut, je cite, Martinez de Pascali, qui reçut l'initiation du maître Swedenborg à Londres et qui fut chargé de la répandre en France. Je reviendrai sur ce point dans la dernière partie de mon intervention. Alors, le second élément qui, dans ce livre consacré à Martinez, vient conférer l'entreprise justificative, elle est d'une portée considérable, parce que la justification par un corpus de textes et d'auteurs, et aussi par une transmission para- ou périmaçonnique qui remonterait à Saint-Martin, se trouve maintenant complétée par une troisième, à savoir l'affirmation qu'outre cette transmission-là, d'ordre initiatique avec rituel, etc., il en existerait une autre, effectuelle de bouche à oreille, et qui constitue ce qu'il appelle, je cite, un dépôt sacré qui aurait été confié par Saint-Martin au grand-père de Henri de Lage et qui de là l'aurait été à Papus. Vous connaissez tous, je pense, cette histoire. À l'heure actuelle, plus personne n'y croit beaucoup, mais beaucoup croient encore, tort ou à raison, ce n'est pas mon problème, qu'il y a eu une initiation venant de Saint-Martin, alors par l'intermédiaire d'un ordre initiatique avec rituel fondé par Saint-Martin. Puis alors, il y a des déclarations complémentaires qui sont venues s'insérer entre ce deuxième volet et le troisième, c'est-à-dire entre 1899 et 1902, en ce sens que Papus a donné à la réédition du tableau naturel en 1900 une petite préface qu'il avait déjà fait paraître dans l'initiation quelques mois avant,
Et alors, l'initiation, mais cette préface ne nous dit rien pratiquement. Et elle comporte, il y a un article de Papus dans l'initiation, intitulé en 1900 La vie de Louis-Claude de Saint-Martin. Là, donc, on voit, il est en train de préparer le livre sur Louis-Claude de Saint-Martin, et puis même le suivant, il reprend ce qu'il va dire aussi, ce qu'il va insérer dans son livre, Commentaire sur la vie de Saint-Martin, l'initiation 1901, numéro 3. Alors, il faut donc attendre 1902 pour voir paraître son livre Louis-Claude de Saint-Martin, le 3e volet. Et alors, comme il l'avait fait à propos de Martinès en 1895, il a pris cette fois l'heureuse initiative de transcrire toute la partie de la correspondance échangée entre Saint-Martin et Villermoz, à laquelle il avait eu accès. Et là encore, il faut bien reconnaître qu'il a effectué un travail éditorial de qualité en transcrivant cela avec soin. Cette correspondance a fait l'objet d'une nouvelle transcription corrigée par les soins de Robert Amadou dans Études traditionnelles, mais ça ne retire évidemment rien au mérite de Papus. En outre, alors, la bonne connaissance de cette correspondance lui a permis de mieux connaître toute une partie de la biographie de Saint-Martin. Les lettres vont de 1771 à 1790. Alors, dans ce livre, il donne une biographie du philosophe inconnu. Il donne une biographie fondée en grande partie sur celle qu'avait donnée Jacques Mater et qu'il complète ou corrige heureusement sur certains points. Mais il présente la pensée de Saint-Martin en mettant l'accent sur la notion de mystique. C'est très intéressant parce que ce qui est proprement spécifiquement théosophique, c'est-à-dire ce qui fait vraiment la spécificité de la pensée de Saint-Martin, eh bien, n'est pas développé par Papus. C'est surtout l'aspect mystique, l'expérience intérieure, plus que celle de théosophie proprement dite. Et cette remarque, eh bien, elle s'applique aussi au choix qu'il présente d'extraits de l'œuvre saint-martinienne. Il donne des extraits, des pages 235 à 259, et comme vous pouvez s'y attendre, il affirme que Saint-Martin, je cite, ne cessa jamais de faire de nombreuses initiations individuelles, fin de citation, et il cite encore évidemment la transmission par Henri de Lage. Alors, de même, voyez-vous que dans plusieurs autres écrits déjà cités, il se trompe du tout au tout quant à la nature de l'agent inconnu qui, après avoir pendant plusieurs mois occupé le pauvre Saint-Martin, Villermoz et bien d'autres maçons du Rite-Écossais rectifié, s'était terminé par un fiasco. Il pense que c'est à cette sublime source, Papus pense que c'est à sublime source qu'ils ont continué à puiser l'essentiel de leur message, mais Papus est bien excusable parce qu'il ne disposait pas de tous les nombreux documents qui ont été découverts ensuite, exploités d'abord par Élise Joly. Bon, cela dit, un lecteur, connaissant la plupart des ouvrages de Papus, peut être frappé par le fait que c'est bel et bien cet ouvrage-là qui contient la meilleure, la plus fidèle présentation de l'œuvre du philosophe inconnu. Seulement, voilà, elle n'est pas du tout de Papus, elle est de Jans. Elle est de Jans, dont Papus reproduit ici, sans donner l'année, un texte de 1824 qui avait paru, dans lequel Jans donne un excellent résumé de la plupart des écrits majeurs de Saint-Martin. C'est-à-dire, si on veut vraiment se renseigner sur Saint-Martin dans Papus, il faut lire le texte de Jans paru dans le livre consacré à Saint-Martin. Je terminerai par quelques remarques que j'intitule « Interrogation au pluriel sur Papus, lecteur de Saint-Martin ». Bon, j'ai rappelé que Papus, je voudrais rappeler que Papus a fait état ici et là de sa connaissance de travaux consacrés aux philosophes inconnus. J'ai relevé toutes les références, je donnerai ça dans mon texte imprimé, dans lesquels il cite différents auteurs. Alors, il cite notamment le livre de Louis Moreau, ce qui m'a beaucoup, de 1850 sur la théosophie saint-martinienne, ce qui m'a laissé un peu perplexe parce que
On peut se demander s'il l'a vraiment lu, parce que c'est une impitoyable condamnation de la pensée de type théosophique et de Saint-Martin notamment. Mais enfin, il mentionne la thèse d'Helme Caro, 1852, l'ouvrage de Jacques Mater, 1862, qui a paru en même temps que la correspondance entre Kirchberger et Saint-Martin. Il s'en est servi, ça l'a bien servi pour corriger certaines, d'ailleurs, il a revu tout ça soigneusement, je disais tout à l'heure, certaines erreurs contenues dans Mater, il a bien fait. Et il connaît bien le travail d'Adolphe Frank sur Martinez et sur le philosophe inconnu qui avait paru en 1866. Il ne connaissait pas l'allemand, ce qui est bien excusable, parce que sinon il aurait eu connaissance des savants, remarquables exégèses de Franz von Baader, et puis d'un ou deux ouvrages qui avaient été consacrés en allemand à Saint-Martin, et les meilleurs sans doute. Alors, quant au livre de Saint-Martin lui-même, comment savoir ce que Pappus n'a pas lu? Alors, bien sûr, il a donné à plusieurs reprises une bibliographie, mais elle en reproduisait d'autres. En tout état de cause, l'œuvre saint-martinienne n'occupe qu'une place très secondaire dans la sienne, laquelle est, comme on le sait, surtout consacrée à quantité d'autres auteurs et d'autres sujets. Ainsi, les 2 volumes de l'Esprit des choses de 1802, c'était bien de nature à interpeller un occultiste de fin de siècle. Eh bien, ils n'ont pas, à ma connaissance, fait l'objet de commentaires de sa part. Il le cite quelque part dans une bibliographie, mais je me demande s'il l'a lu. Et pour ce qui concerne les divergences proprement dites entre le théosophe Saint-Martin et l'occultiste de Pappus, bon, on ne va pas ici les énumérer toutes, ça relèverait d'une recherche plus approfondie que celle-ci. Je voudrais évoquer seulement 2 points. La question de Swedenborg et la question de la réincarnation. Alors, la théosophie swedenborgienne se déploie sur un registre imaginaire essentiellement différent de celui d'un Martinez de Pascali, qui, malgré une allégation de Pappus que je citais tout à l'heure, semble ne rien du tout lui devoir. Et cela à l'encontre de la théosophie swedenborgienne, je veux dire, dans la théosophie swedenborgienne, il n'y a pas vraiment interaction entre le monde divin et l'homme et la terre. Ils ne font guère que se refléter l'un dans l'autre. Mais au contraire, se joue dans celle du philosophe inconnu et de Jacobeux, mais c'est l'essentiel de leur théosophie, un scénario complexe entre des acteurs, monde divin, homme et nature, qui aboutit, enfin qui tend vers la notion de réintégration que vous trouvez guère chez Swedenborg. Alors, je releverai seulement ici, je pourrais donner d'autres citations, que Saint-Martin, dans mon portrait historique et philosophique, il déclare ne pas tenir Swedenborg, je cite, « Il n'est pas digne d'être comparé à Böhm pour les vraies connaissances. » Bon, alors, quant à la réincarnation, et je terminerai là-dessus, on sait que c'est un sujet sur lequel Pappus s'est exprimé à maintes reprises. Par exemple, l'année même de la parution, ça c'est très remarquable, l'année même de la parution de son livre sur Saint-Martin en 1902, il en défend l'idée, à la fois dans son livre « L'occultisme et le spiritualisme », qui paraît cette année-là, et dans l'initiation, dans un numéro de l'initiation de la même année, dans le premier des 4 numéros. Il y revient en 1906 et 1912 avec 2 articles sur cette même revue, puis alors jusqu'à consacrer à cet ouvrage même, en 1912, un ouvrage entier intitulé « La réincarnation ». Or, Saint-Martin et Pappus avaient lu tout de même la correspondance entre Saint-Martin et Kirchberger. Or, Pappus avait... Or, Saint-Martin s'était exprimé à ce sujet. Il rejetait vivement cette idée en lui préférant la théorie d'une métempsychose ascendante, c'est-à-dire entendue comme, après la mort, nous passons par différents stades de purification, de modification dans l'au-delà, enfin, métempsychose ascendante. Mais Pappus, qui en divers endroits cite la correspondance échangée, donc entre Kirchberger et Saint-Martin, n'avait pas pu pourtant manquer d'y trouver ce passage, daté de l'année 1794, où on lit
La métempsychose des âmes, il entend par là, dans le contexte, la réincarnation d'une personne dans la chair d'une autre personne qui va naître, n'est-ce pas bon. C'est un système qui ne manque jamais d'être enseigné dans des écoles inférieures et qui l'est journellement par nos somnambules, mais qui ne convient à aucun des grands principes de la théorie spirituelle divine, etc. Alors il explique ce que lui, Saint-Martin, ensuite entend par métempsychose ascendante. Voilà. Alors, sauf erreur de ma part, Pappus n'a jamais relevé cette incompatibilité doctrinale, mais d'une manière générale, ça n'est pas surprenant, et ce n'est pas un jugement de valeur que de le remarquer. Il observait généralement le silence. Quand c'est vu, on pourrait trouver pas mal d'exemples dans l'ensemble de son œuvre, qui est tout de même gigantesque aussi. Il observait généralement le silence quand c'est vu s'accordait mal avec celle d'auteurs que pourtant il considérait comme faisant partie de ce qu'il appelait la tradition. Bon. L'exemple de Swedenborg que je citais tout à l'heure n'est qu'un exemple parmi d'autres. Eh bien, cette attitude nous éclaire sur la nature complexe du rapport qu'il a pu entretenir avec eux. Non, c'est bien plutôt le positivisme et le scientisme de son époque, c'est plutôt contre cela qu'il engageait le débat, et non sans mordant et véhémence, et non sans un art consommé. Alors, voyez-vous, je terminerai simplement en disant que les divergences de vues, les lectures contrastées, les silences même, sont plus, à mon sens, stimulants que des accords parfaits, qui sont souvent appauvrissants. On peut lire Saint-Martin en pensant à Pappus, on peut lire Pappus en pensant à Saint-Martin, mais en lisant l'un des deux, il faut savoir aussi oublier l'autre, parce que chacun des deux est prodigue, en surprise, vivifiante et enrichissante pour l'esprit. J'ai dit merci.